Donc je suis Grégory Weinbach, c'est mon CV. Donc il grossit un peu à chaque présentation, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Dessus on retrouve à peu près toutes les choses qui ont marqué ma vie de développeur. Donc le langage C il y a 25 ans et pendant une bonne dizaine d'années, les références qui allaient avec. Vers la fin des années 90, le bouquin sur les design patterns, de la programmation logique par contrainte, de l'optimisation combinatoire, des choses terribles avec des gros mots. Beaucoup de génération de code, de modélisation. Il y a pas mal de gens qui me connaissent comme étant un fervent défenseur de techniques de transformation de modèles et de génération de code. Je sais que c'est pas très à la mode. Je sais que personne d'autre ne parle de ce genre de sujet dans cette conférence, mais c'est pas grave, je le place quand même parce que ça me plaît toujours autant. J'ai découvert Java avec le JDK 1.1, donc ça fait quand même un bail déjà. Donc maintenant 17 ou 18 ans de développement Java. Et puis je suis tombé dans un bouquin qui a été une sorte de révélation. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens que moi qui s'intéressaient aux modèles et qui les utilisaient au quotidien dans leur travail de développeur. Et c'était le Blue Book, le Domain Driven Design Book de Eric Evans. Qui connaît le DDD et qui a lu la Bible? Moi déjà. D'accord, bon ben voilà, le genre de choses auxquelles je me suis intéressé. En haut, il y a les boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, la plupart ont disparu ou changé de nom, enfin voilà. Et au final, je suis aujourd'hui consultant indépendant. Ezoki, c'est la société que j'ai montée pour le faire. Et je suis en phase d'entrepreneuriat et autour d'une activité de développement logiciel pour le monde agricole, The Green Data, voilà. En bas, les dernières technos sur lesquelles je travaille, tout ce qui concerne le reactive programming, le reactive functional programming sont des sujets qui me passionnent. Voilà, il y a pas mal par contre de sessions autour de ce genre de sujet, même s'ils sont plus Java que Scala. Merci, on y va, on est parti. Alors, ça parle du X, donc quand on parle du X, évidemment, on parle d'Apple, c'est obligé. Eh ben non, je ne vais pas vous parler d'Apple. Allez. Ce sera le seul slide où il n'y a même pas de pomme. Non, c'est la marque, on n'a pas besoin de montrer le logo pour que tout le monde sache de quoi on parle. Donc quand on parle d'UX, on parle d'Apple, on parle de produits désirables, on parle de toutes les qualités qui font que vous allez avoir envie d'acheter un produit. Quand on parle d'UX, on parle de ça souvent. Qui ici travaille sur ce genre d'interface utilisateur avec Aujourd'hui, on mettrait des lunettes de réalité augmentée. En plus, le film est un peu suffisamment ancien pour qu'on n'en ait pas. Mais donc, qui bosse là-dessus? J'ai bien fait de faire une session où je ne parlerai pas de ça, donc c'est très bien. Donc, on va pas beaucoup parler d'UI en fait. C'est assez peut-être un peu surprenant, mais on va assez peu parler d'UI. Donc, on parlera pas non plus de Tom Cruise. Quand on parle d'UX, on parle souvent de design de produits. Des qualités d'un produit à satisfaire un besoin utilisateur. Là, ça va peut-être parler plus au sujet de la présentation. Voilà, quand vous tapez expérience utilisateur sur Google, il y a le ketchup qui sort immédiatement. Ne me demandez pas pourquoi. Ce visuel a été utilisé et réutilisé un nombre de fois assez conséquent. À chaque fois qu'on veut parler d'expérience utilisateur, la bouteille qu'on presse, c'est tous les gens qui se sont foutus du ketchup sur les pieds, qui ont probablement, qui sont sensibles à ce genre de choses. Non, quand on parle de UX, on parle souvent, là ça se rapproche peut-être plus de notre métier là. On parle de métriques, on parle d'outils qui vont nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. C'est souvent des outils pour les web designers, c'est du travail lié à de l'expérience utilisateur sur des applications grand public, donc des problématiques où le temps d'attente, la microseconde qu'on va gagner en temps d'attente ou en réactivité de l'application ou en parcours des yeux sur le catalogue produit va faire gagner quelques millions d'euros, voire quelques dizaines de millions s'il s'agit d'Amazon ou de Google. Donc les outils, c'est plein de gros mots là aussi, mais qui sont très orientés vers le web design, vers l'expérience utilisateur des applications web. Eh bien, on va pas non plus parler de ça. Voilà. Donc, de quoi va-t-on parler? On va parler de ça. Parce que ça, c'est ce que je pense 90% d'entre vous faites. Faisons. Enfin, on fait ça, quoi.
On fait des IHM horribles, on fait des choses qui font mal à une majorité de gens. On développe des applications de gestion. Voilà, c'est pas très noble, c'est moins sexy que l'interface à la Minority Report avec de la projection de données, de la navigation dans des choses super sophistiquées. Mais ça correspond aux besoins de la majorité des utilisateurs d'informatique aujourd'hui et en tout cas dans leur quotidien au travail. C'est-à-dire que la plupart des temps, nos utilisateurs, ils utilisent ce genre de choses. Alors le fait qu'il y ait marqué SAP en haut est accidentel. S'il peut y marquer Cybele, ça va être celui du bas. Il y a du Salesforce. Enfin, toute ERP, ça marche. Hein. Vous avez ce genre d'horreur. Alors horreur, je suis pas capable de juger du fait, en fait, si ces interfaces répondent bien aux attentes des utilisateurs simplement en les regardant là. Elles sont juste laides. Et je vais rien faire pour qu'elles soient moins laides dans la suite de la présentation. Voilà. On va pas parler d'esthétique non plus, je suis désolé. On va juste s'intéresser à la satisfaction des besoins de nos utilisateurs. Voilà, le sujet, c'est ça. Le sujet, c'est, vous avez un métier, on parle de process métier, vous avez une activité métier. Votre métier, ça peut être en tant qu'utilisateur, ça peut même être on va aller jusqu'à réserver une chambre d'hôtel en ligne. C'est vraiment, c'est encore de l'informatique de gestion. Mais la plupart du temps, c'est de la paye, de la facturation, c'est de la saisie de notes de frais, c'est que sais-je. Voilà le métier des utilisateurs de l'informatique. C'est des activités de support la plupart du temps dans les entreprises. Et c'est des activités qui sont extrêmement importantes parce qu'elles participent très fort à la création de valeur dans l'entreprise. Donc à quoi sert un logiciel? À automatiser, à informatiser une partie de ce métier. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre quelques bouts du travail qu'on aurait fait il y a quelques dizaines d'années avec des fiches en carton et qu'on va le mettre dans l'ordinateur. Donc le moins qu'on puisse demander à notre logiciel, celui qu'on va développer nous, c'est de faire au moins aussi bien que ce qu'on faisait avec les fiches en carton. Les fiches en carton d'aujourd'hui, c'est Excel, hein. Faut pas se leurrer. Elles ont été remplacées par ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'activités réellement manuelles, il y a de l'activité semi-manuelle assistée par Excel. L'informatique de gestion aujourd'hui, c'est remplacer Excel. En gros, le gros use case, c'est ça. Donc, on va s'intéresser à tous ces cas où nous remplaçons Excel. Et encore une fois, il faut avoir en tête qu'il faut qu'on arrive à faire au moins aussi bien que ce que l'utilisateur fait avec Excel. C'est quand même le minimum. J'insiste là-dessus, mais le nombre de fois où vous avez des utilisateurs qui viennent vous voir en disant mais je faisais mieux avec Excel, ou je vais plus vite avec Excel, ou il y a plein de choses que je peux pas faire alors que je les faisais avec Excel, c'est terrible. Enfin, c'est un aveu d'échec colossal en fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à passer un bout de métier dans le logiciel? On fait des projets informatiques. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait un projet informatique? On fait ça. Alors vous pouvez utiliser toutes les méthodologies que vous voulez, agile, pas agile, waterfall, RUP, Scrum XP, le process que vous voulez, pas de process, vous faites toujours ça. Dans l'ordre, à peu près dans cet ordre-là. Vous parlez d'un besoin utilisateur, vous allez analyser les fonctions du logiciel vous allez analyser le besoin et pour en déduire des fonctions du futur logiciel. Ces fonctions, vous allez concevoir le logiciel qui va implémenter ces fonctions. Vous allez développer, ça inclut évidemment la partie test, hein, et vous allez déployer au final le logiciel. Si tout s'est bien passé, vous allez aller jusqu'au bout, jusqu'à la bulle violette. Il peut y avoir des interruptions en cours. Si vous faites du waterfall, vous faites une fois chaque activité, et c'est une personne différente qui fait chaque activité. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Si vous faites du processus unifié, c'est pareil, c'est une personne qui fait chaque activité, mais au moins vous parcourez ce cycle-là plein de fois. C'est du process itératif, incrémental et itératif. Si vous faites plein de fois, mais pas forcément un grand nombre de fois. Si vous faites de l'agile, alors vous avez moins de personnes qui participent à ces différentes activités, mais vous les faites quand même. Alors elles vont, les livrables, les artefacts de chacune des activités vont prendre une forme qui peut être légèrement différente, mais vous faites toujours ça. Et vous faites ça plein de fois. Donc ça c'est, voilà, on survient un peu sur les questions qui sont posées par chacune des activités. Ça, c'est en gros pourquoi je fais mon logiciel, le recueil du besoin. L'analyse, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans mon logiciel. La conception, c'est comment je vais faire tourner mon logiciel pour réaliser ce quoi. Donc pourquoi, qui et pourquoi. Le premier, ça va être qui et pourquoi. Qui et pourquoi, quoi, comment. Et souvent, alors les deux activités sont de plus en plus liées. La conception, développement, c'est les mêmes personnes. Surtout en agile,
Aujourd'hui, j'allais dire heureusement, la responsabilité du développeur, la conception, le design en fait partie, et elle s'étend de plus en plus vers la gauche. J'y reviendrai sur la fin de la présentation. Jusqu'au déploiement, si vous êtes DevOps, vous faites les 3 là au minimum, et peut-être vous en faites 4. Rarement, vous faites assez peu souvent la partie recueil de besoins en tant que développeur. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un vrai process dans une vraie entreprise avec des vrais logiciels, même si c'est pas des vrais, c'est très réaliste et c'est des choses que nous avons tous vécu plusieurs fois. Donc il y a on va prendre un métier que certains d'entre vous connaissent certainement très bien, la société de service. On est en SS2I. Les administratifs dans l'entreprise, ils font ça. En gros, il y a des contrats qui arrivent, on les déploie, c'est-à-dire qu'on les rend facturables, on va les mettre dans le système d'information, on va faire on va affecter des consultants sur les missions qui sont associées à ces contrats. Donc il y a une application qui gère ça, le déploiement des contrats, l'affectation des consultants. Donc ça a déjà été développé. Il y a une deuxième application qui a été développée qui s'intéresse à l'imputation. Une fois que ce contrat a été mis en production, déployé, tous les mois, vous devez saisir vos temps. Donc l'imputation des temps qui va donner de l'information pour pouvoir permettre la facturation. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On a le process qui se déroule naturellement. Voilà ce que fait la SS2I sans eau, qui vend du CV de consultant. On va s'intéresser à ça. Les 2 autres ont été finis, les applications sont en production, et on va travailler sur la facturation. Alors qu'est-ce qu'on fait en premier? On va voir, c'est pas nous finalement, c'est une belle société de consultants qui est embauchée pour faire une autre société de consultants. C'est un peu méta comme projet finalement, c'est des consultants qui travaillent pour des consultants. Donc qui va aller voir le sponsor du projet de facturation, qui va lui demander quelle est votre vision. Quel est votre objectif stratégique? Pourquoi est-ce que vous nous demandez d'aller développer une application de facturation? Et le pauvre gars, il est là, c'est généralement le patron de la SS2I, la facturation, voilà. On dit, ce que je veux, c'est que mes assistants de facturation, elles créent leurs factures le plus efficacement possible. Il faut que ce soit de bonne qualité pour que nos clients soient contents quand ils reçoivent leur facture, qu'elle soit de bonne qualité. Donc voilà comment il va formuler sa vision. Outiller la création des factures afin d'améliorer la qualité et la productivité de l'activité administrative. Donc c'est une vision hyper stratégique. Là, on est dans la vision long terme, le truc à fond. Donc c'est un petit peu décevant, mais enfin c'est ce qui a été dit par le patron au sponsor, le sponsor, donc le patron, la plupart du temps, à la boîte de consulting qui est venu faire le cadrage du projet de facturation. Donc voilà, on rentre dans le projet, on va mettre, comme on le sait, on va faire l'expression du besoin. Une bonne expression de besoin, c'est d'abord, tout le monde le sait, un bon dialogue entre un product owner et un utilisateur, entre une maîtrise d'ouvrage ou des gens qui vont recueillir le besoin et des gens qui connaissent le besoin, donc les futurs utilisateurs. C'est souvent Alice et Bob qui causent. Donc un product owner. Alors si vous faites de l'agile, vous savez que le product owner est souvent un expert du métier, et qu'on lui confie cette tâche, mais que la plupart du temps, il ne sait pas le faire, cette tâche-là. En vrai, le product owner, il ne sait pas recueillir le besoin. Parce que, on a beau dire, il a beau être expert de la facturation, le monsieur, le product owner, ou la madame, Alice, il ne sait pas recueillir le besoin. Parce que recueillir le besoin, c'est un métier. C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de technique, ça demande de la technicité, même si ce n'est pas de la technicité informatique. Et donc, Alice, la pauvre Alice, c'est rarement le product owner. La plupart du temps, Alice, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et dans le cas où on a des équipes de Scrum de haut niveau, c'est même éventuellement le développeur. C'est-à-dire qu'Alice est un développeur. Si tout va bien, c'est quelqu'un de l'équipe de développement qui est capable d'aller faire ce travail de recueil de besoins, d'assister le product owner pour faire ce travail. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est dans l'équipe, si c'est du Scrum. C'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur de l'équipe, on est bien d'accord. Souvent, de plus en plus, dans les projets de développement Scrum, on voit ce rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage apparaître explicitement en tant que tel. Même s'il n'existe pas dans la littérature Scrum, on sent qu'il est indispensable. Encore une fois, c'est un métier, c'est quelque chose c'est une activité formelle, donc à fort contenu technique. Travaille avec Bob. Bon, Alice et Bob, ils nous gonflent, donc finalement, on va mettre Angelina et Brat. C'est plus sympa. Et puis, voilà, j'en ai marre d'Alice et Bob.
Donc on va faire le recueil de besoin. Et donc ça, comme je le disais, un bon recueil de besoin, c'est d'abord un bon dialogue entre une assistance à maîtrise d'ouvrage avec Angelina, la personne d'Angelina, qui va dialoguer avec Brad, représentant des utilisateurs. En l'occurrence, c'est de la facturation. Les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont facturer. Hein. Donc l'utilisateur, c'est un assistant facturation. J'ai pas dit une assistante facturation. C'est Brad Pitt qui fait la facturation dans l'entreprise. C'est sympa quand même. Je sais pas si vous avez beaucoup. Qui a Brad Pitt qui fait la facturation dans son entreprise? Non. Voilà, il y en a un. C'est bien, c'est cool. Alors, que nous dit Brad? Eh ben, il nous dit, quand on lui demande quel est son besoin, il dit j'ai besoin, assez naturellement, j'ai besoin de créer mes factures, de les imprimer, j'ai besoin d'imprimer des duplicata de factures déjà à calculer. Alors, évidemment, ça y est, Brad, il travaille déjà, il fait déjà sa facturation, hein, il invente pas ça, il le fait avec Excel aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'il bosse avec Excel. Il prend ses contrats, il les parse, il les regarde, mais puis il crée les factures pour chaque contrat en fonction du contenu des feuilles de temps. Rien d'extraordinaire finalement, hein, c'est ça qu'il fait. Donc lui, il veut toujours faire pareil, ce qu'on a dit tout à l'heure. Notre logiciel doit faire au moins ce que faisait le gars avec Excel. Donc notre besoin, c'est ça. Notre besoin, c'est créer des factures et les imprimer, et imprimer des duplicata. Ah, je vais formaliser ça. Vous avez vu, j'ai une activité hyper technique. Hein. J'ai fait des cas d'utilisation. Alors, j'ai utilisé un formalisme à base de cas d'utilisation, mais ça pourrait être des stories. C'est une petite parenthèse. Attendez, petite parenthèse. Voilà, je la mets là. Petite parenthèse. Là, j'utilise un formalisme à la mode cas d'utilisation parce que je trouve ça sympa les petits dessins. Mais vous pouvez penser user story, c'est exactement la même chose. Vous avez qui fait le travail, ou pour qui le logiciel travaille-t-il, à qui le logiciel va-t-il apporter de la valeur, quelles activités vont être informatisées par le logiciel, c'est-à-dire quels sont les objectifs métiers que la personne, le qui, va faire avec son logiciel. Donc pourquoi, ça répond à la question pourquoi. Et enfin, le quoi, au milieu, là, ce qu'il veut faire. Moi, je trouve ça un peu bizarre, le fait que dans Scrum, on mette le quoi, qui est plutôt un résultat, au milieu entre les deux autres, et que le quoi, on l'a pas tout de suite, à mon sens. On devrait travailler d'abord sur le qui et le pourquoi. Mais donc, d'où mes petits cas d'utilisation qui sont finalement incomplets, mes stories incomplètes, ici, où on a travaillé uniquement dans l'expression du besoin, on n'a pas fait l'analyse, on n'a pas été chercher les fonctions qu'il va falloir remplir, on a commencé par juste extraire le besoin. Donc, extraire le besoin, c'est créer des factures et imprimer des duplicata. Bon, voilà, c'est rien d'extraordinaire. Angelina, elle est quand même, elle est analyste, elle est assistante maîtrise d'ouvrage, elle pose des questions quand même, elle dialogue avec Brad. Donc, qu'est-ce que ça veut dire créer une facture? Elle fait son analyse, elle va travailler sur le quoi. Donc le quoi, c'est quoi? Quand on crée une facture, on saisit un numéro de contrat, en fait, on retrouve un contrat, on saisit la période qu'on veut facturer et on en déduit un prix de vente qui est sur le contrat. Et puis, on va voir les feuilles de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on peut calculer le montant, c'est facile, hein, le prix unitaire multiplié par nombre de jours, et c'est gagné. Génial. Donc là, on peut commencer à travailler en analyse, et on le fait avec la bonne approche du domain-driven design. On fait émerger des concepts clés, on commence à distiller le corps modèle, et on voit tout un tas de mots qui apparaissent. Alors pour le moment, ils ne sont pas structurés, ils sont juste là. Un jour, on va les utiliser pour faire notre conception, mais là, on est simplement en train de faire émerger du vocabulaire. On n'a pas encore structuré tout ça. Et là-haut, on a vu apparaître un peu du quoi. Donc nos stories, elles commencent à prendre forme. Voilà notre besoin utilisateur. Je résume le projet. Le projet se déroule. Donc on a fait notre expression de besoin. On a deux cas d'utilisation, nos deux stories. On fait de l'analyse. Donc on a développé le quoi. On en fait de la conception, du design. On écrit du code. Alors d'aucuns préfèrent écrire ça sous forme de code. Mon modèle à 4 boîtes, là, je l'ai fait, ou 5 boîtes. Je l'ai fait en UML, mais je l'ai fait en UML, attention, avec avec un trait un peu tremblé et en ayant l'impression que c'est du manuscrit, c'est pour faire semblant que c'est pas de l'UML, parce que quand je parle d'UML dans une assemblée de développeurs, on me saute à la gorge. Donc, néanmoins, ce sont des classes avec des flèches. Je suis développeur, je sais de quoi je parle. Et je l'ai fait à la mode domain-driven design. Les 4 boîtes de droite, celui du haut, c'est un aggregate route. Ceux du bas, ce sont des entités. Celui de gauche, c'est un service. Voilà, c'est du vocabulaire DDD. C'est pas très important pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les comportements qui sont sur le service là-haut qui correspondent peu ou prou à ce dont on va avoir besoin pour implémenter les cas d'utilisation en question. Et surtout, qu'est-ce que j'ai fait en conception? J'ai fait ma cinématique d'écran. J'ai fait mon IHM. Pour pouvoir réaliser ces fonctions-là, pour pouvoir faire le pourquoi et le quoi, voilà ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir créer et imprimer des factures, comme on me l'a dit.
Alors on va regarder ça un peu plus près. Donc on a deux cas d'utilisation. Saisir une facture, imprimer un duplicata. Deux entrées de menu. Je fais de la super IHM haut niveau top 2015 parce que, je ne sais pas si vous remarquerez, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas centré mon IHM sur la donnée. J'ai bien centré l'IHM sur les processus, sur les activités, ce qui est une excellente pratique et qui est malheureusement assez rarement respectée par les interfaces utilisateurs de gestion, qui sont la plupart du temps centrées sur les entrées de menu, c'est facture, client, commande, etc. Et après, alors là, on part par le processus, on part par finalement ce qui va faire que les gens vont utiliser l'application. Donc on veut saisir une facture, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir, il faut savoir quel contrat on va facturer et quelle période on va facturer. Donc on choisit le contrat, s'ouvre une pop-up, une boîte de dialogue, dans laquelle on va retrouver des critères de sélection pour retrouver le contrat, le client, le numéro de contrat. On fait une recherche, on a une liste de contrats qui s'affiche, je choisis un contrat, clic. Mon contrat a été choisi, je sélectionne ma période de facturation, le système est super malin et me calcule automatiquement, le nombre de jours en fonction de ce qu'il a lu dans les feuilles de temps et calcule un total à facturer. Il n'y a plus qu'à cliquer sur envoyer, enregistrer ou il pourrait y avoir visualiser, ça serait plus sympa, visualiser et imprimer plutôt qu'enregistrer et imprimer. Mais bon. En gros, on a fini notre travail, on a fait notre facture. Alors voilà. Le premier cas d'utilisation est réalisé, tout le monde est content. On va voir nos utilisateurs avec nos wireframes, mais les utilisateurs qui sont malins, ils se disent « Oula, mais il y a un truc qui ne va pas là. » La liste que vous m'avez donnée là, c'est la liste... je me rends compte qu'il y a un petit problème, mais c'est pas grave. C'est la liste complète de toutes les factures, tous les contrats de toute l'entreprise. Bon, je vous rappelle, moi je m'occupe que d'un petit sous-ensemble finalement des contrats. Comment ça, vous vous occupez que d'un petit sous-ensemble des contrats, Monsieur Brad? Oui, en fait, j'ai mes factures, et mes factures, en fait, c'est celles qui correspondent à mes contrats, ceux qui m'ont été affectés par mon patron. Vous voulez dire que les contrats sont affectés aux assistants par qui? Écoutez, il y a un responsable hiérarchique qui affecte les assistants de facturation à une business unit. Et ça, c'est pas dans la facturation, ça. Ah non, ça c'est fait bien en amont, c'est fait lors du déploiement du contrat. Manque de bol, ça avait été oublié. Donc on a un use case qu'il va falloir donner au... Il est violet parce que c'est pas de la facturation, c'est du déploiement de contrat. C'est très amont, c'est dans l'autre application. J'en ai profité pour vous glisser au passage le modèle de l'application, le modèle de domaine du contrat. Bon, c'est pas très grave. Le résultat, c'est que dans cette sélection, finalement, maintenant, on ne va récupérer que les contrats qui sont affectés à la BU de l'assistant qui est en train d'utiliser le système. C'est quand même assez malin, ça veut dire que on a rajouté plein de règles de gestion, on a rajouté des liens dans la base de données, on a rajouté plein d'informations qui ont a priori pas changé l'IHM. Alors si un peu, il y a une erreur dans l'écran tout à l'heure. Normalement, on aurait dû avoir comme critère de sélection tout à l'heure ici l'ABU. Regardez le contrat là, le contrat il est assez affecté à une BU de pilotage. Donc on peut sélectionner les contrats. Il y a quand même plus de 1000 contrats à facturer tous les mois. Normalement, on aurait dû pouvoir choisir l'ABU en même temps que le client pour trouver le bon contrat. Bon, il manquait quelque chose dans l'écran de tout à l'heure, vous m'envoyez, désolé. Donc, en fait, on a un élément de moins à sélectionner dans cet écran-là. On a dû améliorer un peu le temps d'utilisation. Donc, la personne est vachement satisfaite. Elle dit, OK, vous avez pris en compte mon besoin. C'est bien mes factures que je vais éditer et pas les factures de de ma collègue ou de mon collègue. Très bien. On a légèrement amélioré la fluidité du système et finalement, en faisant des modifications très, très mineures à l'IHM. Bon, voilà, le système est déployé, on a terminé, on a fait notre application de facturation, on va la développer en fonction de ce qui a été conçu. C'est plutôt un grand succès. Il n'y a plus aucune facture manuelle, c'est-à-dire qu'on ne fait plus d'Excel, et on ne fait plus de fiches en carton, mais on ne fait plus de fiches Excel. Toutes les factures sont produites par le système, donc voilà, tout le monde est content, le sponsor est satisfait, la vision projet a été satisfaite, on a amélioré la productivité et la qualité de la facturation. Non. On a amélioré la qualité, peut-être, mais pas la productivité. En fait, les utilisateurs ne sont pas contents du tout. Les utilisateurs ne sont pas contents du tout, et Brad le fait savoir. Il dit, d'abord, chaque mois, j'oublie des clients.
avant, je prenais ma liste de contrats et puis je faisais 2 piles. J'avais une pile de ceux que j'avais facturés, ceux que j'avais pas facturés. Puis quand j'avais fini, je savais lesquels j'avais facturés, il m'en restait, et voilà, j'avais plus rien à facturer. Là, j'ai pas de moyen de voir vraiment ceux qui ont été facturés, ceux qui n'ont pas été facturés. En plus, c'est long, c'est vraiment très très long, parce que là, je vous ai montré la cinématique pour un contrat, mais il y a 1000 contrats. 1000 contrats, facturer 1000 contrats, c'est quoi? Pour parcourir tout ça, c'est en gros, c'est 7 clics pour arriver pour faire le cycle complet, entre le moment où je sélectionne le menu et le moment où j'ai ma facture qui s'affiche pour pouvoir l'imprimer. Et j'ai 1000 saisies de critères. Ouais, ça fait quand même un paquet de navigation. Et ça, c'est si tout va bien. J'ai oublié des petits détails. Il y a des cas, on n'a pas traité les erreurs là dans notre système. En fait, il y a des erreurs. Il y a plein de cas où la facture n'est pas, le contrat n'est pas facturable. Il n'est pas facturable parce que la personne n'a pas saisi ses temps ou parce qu'il y a des gens qui n'ont pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces cas-là? Est-ce qu'on les affiche quand même dans la liste de sélection, mais on les met en rouge en disant faut pas les sélectionner? Ou est-ce qu'on laisse la personne les sélectionner, on lui dit eh ben non, vous pouvez pas facturer parce que il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de feuille de temps, les gens n'ont pas saisi leur feuille de temps. Zut! Il y a plein de cas d'erreur, il y a plein de cas d'exception. Et en fait, c'est pas 7000 clics et 1000 saisies, c'est bien plus que ça, avec tous les problèmes rencontrés liés au fait que la donnée qu'on a manipulée, elle était pas sympa, quoi. Et encore une fois, on a travaillé que sur le cas nominal, là. On n'a pas beaucoup travaillé sur les cas d'erreur. Donc, en travaillant sur le cas nominal, on y arrive. En fait, on y arrive. On y arrive avec beaucoup d'efforts, parce que, à la fin, on se rend compte, parce que les gens sont vachement sympas, l'assistant facturation, Brad, il est cool. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à côté à garder ses tas de contrats, à faire ses 2 piles. Et puis, il met de côté ceux qu'il a facturés, et puis comme ça, il sait lesquels il lui reste à sélectionner. Et puis, petit à petit, il y arrive. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à facturer tout. Le travail se fait avec l'application. On arrive bien à automatiser la facturation. Mais en fait, on a raté notre objectif. On n'a pas du tout amélioré la productivité, et en fait, on a mis plein de douleurs, plein de peines nouvelles dans la besace de nos utilisateurs facturation. Alors, il y a quand même un truc... Voilà. Monsieur UX nous dit, votre application, elle est bien utile. Effectivement, elle est useful, mais elle n'est pas usable. Pas du tout. L'expérience utilisateur est pourrie. Mais on peut le dire, elle est pourrie. Pourtant, on a satisfait le besoin exactement comme on nous l'avait exprimé. Pourtant, on a satisfait la vision client qui avait été exprimée aussi. Qu'est-ce qu'on a mal fait? On repart en arrière. On recommence. On fait le projet. Allez, on est sympa. On a une machine à voyager dans le temps. On fait de l'event sourcing et on dépile les événements et on revient en arrière. On recommence. Angelina, à nouveau souriante. Brad, toujours magnifique. Dialogue ensemble. On revient à la question initiale. Quel est votre besoin? Qu'est-ce qu'on a oublié, en fait, là? On a oublié quelque chose. Angelina, elle n'a pas fait son boulot correctement. Elle a oublié un truc. Pourtant, c'était vachement important. Elle fait du recueil de besoins. Voilà. Qu'il a dit? Elle n'a pas posé la bonne question, la seule vraie bonne question. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'a pas demandé à Brad pourquoi il voulait créer des factures et les imprimer. Parce que si elle lui avait posé la question, Brad lui aurait répondu. Parce que Brad, il est sympa, il répond. Non, il n'est pas sympa, Brad. Il n'est pas sympa. Non, en vrai, il est sympa, Brad. En vrai, il est souriant, sympa. Et en fait, il aurait répondu que c'est le début du mois. Et oui, la facturation séquence, c'est quand on a fini les imputations, c'est quand on est le 1er ou le 2 du mois. Et j'ai mon patron qui me tape sur la tête pour que les factures partent le plus vite possible, parce que c'est la trésor de la société qui est dedans, qui est derrière ça. Et pas de trésor, pas de BFR, pas d'embauche, ou alors du déficit. Enfin bon, c'est le bordel, quoi. Donc le pourquoi, si on fait les 5 pourquoi, les célèbres 5 pourquoi, on va tirer. Pourquoi est-ce qu'on veut créer des factures? On veut créer des factures pour pouvoir faire de la croissance dans l'entreprise, dis donc. C'est ça la vraie bonne raison, au bout du compte. Avec les 4 ou 5 pourquoi. On va commencer avec un seul pourquoi. Le premier pourquoi, c'était celui-là. C'est le début du mois et je dois facturer le mois précédent le plus tôt possible. Et le besoin, c'est pas de créer des factures. Et non. Le besoin, c'est de facturer le mois précédent. Voilà, c'était ça le besoin, le vrai. Il y a rien presque entre les deux. Il y a juste une phrase, même un mot. Pourquoi? Et le cas d'utilisation ou la story ou comme vous la voulez, c'est plus créer une facture. C'est pas ça la vraie.
Le vrai objectif métier, c'est facturer le mois précédent. Brad, ce qu'il veut, c'est facturer le mois précédent. Ouais, mais alors c'est compliqué de facturer le mois précédent, parce que là, c'est un objectif bien plus global, finalement. C'est pas juste créer une petite facture. Ah ouais, oui, ça, il va falloir un peu se creuser les neurones. Il y a un peu plus de travail que de créer une donnée dans une base de données et ensuite de l'envoyer à l'imprimante. Il y a quelques règles de gestion derrière tout ça, effectivement. Ah oui, il y aura de la conception, il y aura du dev, il y en aura plus, c'est certain, que tout à l'heure. C'est pas une application crude qu'on est en train de construire. Et d'ailleurs, Angelina, elle est pas bête, elle s'est dit, mais si vous faites ça comme ça, vous allez vous rendre compte rapidement que vous pouvez pas facturer, ça va bloquer tout de suite, parce que la plupart des feuilles de temps, elles sont pas facturables le premier du mois, parce que les crétins de consultants, ils ont pas rempli leur feuille de temps. Donc qu'est-ce que Brad va dire? Bah évidemment, moi je veux pas tout, je vais le faire ma facturation du mois, mais je vais pas forcément tout facturer. Et puis je dois pouvoir faire une facturation partielle, et puis surtout je dois pouvoir taper sur la tête des retardataires, je dois pouvoir relancer mes retardataires. Je veux dire, c'est sûr, il faut que je sois capable de lever le problème de toutes ces factures qui sont en attente, que je ne peux pas envoyer, et donc je ne peux pas faire de la croissance parce que je n'ai pas augmenté mon BFR, parce que je n'ai pas facturé à temps. Donc, en tirant le bout de ficelle, du bout de ficelle, du bout de ficelle, du bout de ficelle, et en répondant aux questions pourquoi, Angelina elle a bien fait son travail cette fois-ci. Elle a trouvé que la facturation, l'application de facturation, c'était facturer le mois précédent, ça c'est le besoin principal, nominal, c'est celui-là l'objectif métier. Et puis il va en dériver d'autres, parce que malheureusement le nominal marche pas parfaitement. On va dériver le fait qu'on va être capable de facturer une mission indépendamment de la facturation du mois dans sa globalité, parce qu'il y a des gens qui sont en retard. Et puis malheureusement, il y a des gens qui sont en retard, donc il faut leur taper sur la tête, il va falloir relancer les retardataires, comme on a dit. Et puis au final, il va bien falloir, à la fin, il y aura des erreurs, il y aura des manquements, il y aura des cas qui ne seront pas passés dans les fourches codines du cas nominal qui est intéressant, mais qui couvre 90% des cas. Et à la fin, on va devoir pouvoir corriger une erreur de facturation. Et là, donc, quand on corrige une erreur de facturation, c'est là qu'on va créer une facture. Finalement, c'est que dans ce cas-là qu'on a besoin de créer une facture. La facture, on peut la fabriquer à partir de toutes les infos qu'on a dans le système d'information et qui sont dans les contrats ou dans les feuilles de temps qui ont été bien remplies. Voilà. Donc, si on essaie de voir, de comparer entre avant et après. Avant pourquoi, après pourquoi. Avant pourquoi, c'était ça. Le besoin, c'était simple. Puis alors le développeur, il s'est pas embarrassé. C'est pas compliqué à coder. Hein. Je veux dire, c'était vraiment c'est du crude. C'est une application crude avec une sélection multicritères. Enfin voilà, on s'est pas cassé la nénette. Maintenant, c'est devenu ça. Il y a plus de cas d'utilisation. Et c'est plus compliqué parce qu'il y a plein de règles de gestion. Il va falloir réfléchir, il va falloir se prendre la tête. Mais l'informatique, elle est là pour créer de la valeur, elle est là pour nous aider. Elle est pas là pour nous mettre des attelles, nous mettre des pièges dans les jambes. Parce que c'est ça qu'elle faisait tout à l'heure. Là, elle est là pour nous aider. Pardon ? Des bâtons dans les roues, entre autres. Mais j'ai les pieds assez peu ronds. Et elle est là donc pour nous aider. Elle est là pour, au maximum, faire les choses de manière automatique. Quand je fais un cahier des charges et que je dis que l'objectif, c'est d'automatiser les activités métiers, j'ai tout de suite quelqu'un du métier qui va me dire « Mais vous n'allez pas automatiser, en fait, vous allez informatiser, vous allez nous aider. » Je dis « Si, je vous assure. L'application qu'on va développer, elle va automatiser les choses. C'est magique. On fait de l'informatique de gestion, on est capable de faire de l'automatisation. » Ben oui. Au maximum, il faut avoir de l'ambition. Même quand on fait de l'informatique de gestion, l'application doit automatiser le travail. Quand on facture le mois précédent, on automatise la facturation. Ah, peut-être pas 100%. Mais qu'est-ce que ça fait gagner comme temps quand on a 1000 factures d'automatiser 80 ou 90% des factures et de ne plus avoir que 5 et 5% à faire à la main ou de manière plus individuelle. Les modèles de domaine, j'ai pas résisté à l'envie de vous les montrer, je suis désolé, c'était pour le plaisir. Donc la grosse différence, il n'y en a qu'une en fait, elle est là. Le modèle de domaine, les entités du domaine sont les mêmes, c'est ça qui est magique. On fait exactement, alors il va y avoir un peu plus de comportement, je ne les ai pas tous mis là-dessus, c'est vrai, puisqu'il y a des règles de gestion. Mais en gros ici, on a les services, vous n'arrivez pas à lire, hein. C'est dommage, hein. C'est super intéressant. Créer une facture, retrouver une facture, imprimer une facture, c'était les 3 services de avant pourquoi ça. C'est un peu crude effectivement, avec un peu d'impression en prime. Là maintenant, c'est plus malin, hein. Il y a facturer un mois, facturer une mission,
il a créé une facture. Eh oui, alors voilà, c'était pour la facture manuelle, celle qu'on fait en correction tout à l'heure. Imprimer une facture, relancer un retardataire. Ah, et pour relancer un retardataire, il faut aller voir les feuilles de temps et aller donc appeler des services qui sont sur un autre domaine, sur un autre bounded context, dans un autre domaine DDD, si on parle de domain driven design. Et donc on va faire appel à des services du domaine imputation des temps. Voilà les deux modèles de domaine. Le modèle d'entité a pratiquement pas changé. Ça veut dire quoi? C'est que la base de données n'a pas bougé. Hein. C'est la même. Par contre, on va voir le résultat en termes d'expérience utilisateur, d'IHM. Ah bah nos boutons, maintenant c'est ça. Facturer le mois précédent. Facturer une mission et corriger une erreur de facturation. Ça n'a plus rien à voir avec tout à l'heure. C'était créer une facture et imprimer un duplicata. Ah, c'est plus du tout pareil. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait facturer le mois précédent? On affiche un écran qui magiquement vous donne tous les contrats facturables, tous ceux pour lesquels il y a des gens qui ont saisi leur feuille de temps et où toute l'info est là. On peut les choisir parce qu'on n'est pas obligé de vouloir imprimer tout d'un coup, parce qu'on on veut pas s'embêter à gérer les envois papier, parce que c'est toujours du papier pour le moment, on n'est pas en dématérialisation, ça viendra. Donc on choisit parmi cette liste de factures qui sont prêtes, elles sont terminées, elles sont faites. C'est magique, on a cliqué sur le bouton facturer un mois et on a toutes les factures, elles ont été construites. Donc tout ce qu'on a besoin, c'est visualiser et imprimer les factures qui ont été sélectionnées sur la droite. Et là, on a satisfait le besoin facturer un mois. Et en bas, on a toutes les missions qui sont non facturables, c'est-à-dire tous les consultants qui n'ont pas bien rempli leur feuille de temps, pour lesquels il manque des informations. Hein, et on peut directement d'ici envoyer via les services. C'est là où on va faire un peu appel aux services du domaine feuille de temps, imputation des temps, pardon. Et on va envoyer un rappel au consultant sélectionné en bas. Et bien voilà. L'expérience utilisateur, c'est pas la même que tout à l'heure. Hein. Pas du tout, du tout. Le cycle complet pour facturer un mois, c'est un clic sur facturer le mois, justement. Si je veux, je clique en haut, là. Je sélectionne tout ce qui est facturable. Je visualise. Et j'envoie tout à l'imprimante. Allez, on va dire que ça fait 4 clics pour 80% des factures. Les 800 sur les 1000 de tout à l'heure. Il en reste 200 qui vont être traités par le cas facturer une mission, où ça ne va pas être finalement très différent. On va ici non plus lister des contrats, mais lister des missions qui sont partiellement facturées, ou les contrats, j'ai pas fait le détail, mais ça sera forcément plus simple que de faire les factures une par une, puisque là encore une fois, on a semi-automatisé le travail. Et puis enfin, au final, il y aura des erreurs, il y aura des trucs non facturables, il y aura des problèmes, et on les créera à la main. Il en restera une dizaine à faire à la main sur les 1000. J'ai pas compté le nombre de clics total, mais par rapport aux 7000 de tout à l'heure, je pense qu'on est largement en dessous. Vous aurez compris pourquoi. Voilà en quoi l'expression du besoin a un impact fort sur notre expérience utilisateur. En fait, il n'y a pas que l'expression du besoin. Il y a un autre truc qui a été mal fait dans ce projet. Et on aurait pu se rendre compte du problème bien plus tôt si notre boîte de conseil là, qui avait fait le cadrage projet avant avait fait correctement son boulot. C'est-à-dire qu'elle avait tapé sur la table en disant au patron, non, votre vision projet, là, votre histoire là, d'outils, la création des des factures, pardon, la création des factures afin d'améliorer la qualité, la productivité, l'activité administrative, c'est du bidon, ça. C'est complètement bidon. C'est absolument pas un objectif métier. Personne dans la vie n'a comme objectif de créer des factures. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que ça va créer comme valeur pour votre entreprise de créer des factures et en améliorer la qualité? Enfin, aucune vision. Mais on a beau être dans l'activité de facturation, il y a de la vision, il doit y avoir quelque chose derrière. Non. Voilà la vision projet qu'on aurait dû obtenir. Ça, c'est la vraie vision projet qui aurait dû immédiatement faire que Angelina, elle aurait posé la question pourquoi tout à l'heure. Parce qu'on lui aurait mis ça sous le nez. Parce que la vision projet, comme vous savez, on la met sur une grande feuille et on l'accroche au-dessus du dashboard Scrum, au-dessus du poste de travail de chacun des développeurs. Tout le monde là en tête, c'est très important. Et voilà, on aurait dû écrire ça en lettres d'or, au-dessus du lit du patron et au-dessus du lit du consultant qui a mal fait son boulot. C'était ça l'objectif, la vraie vision projet. Donc une bonne vision projet, ça fait une bonne expression de besoin et ça fait une bonne expérience utilisateur en tirant bien les bouts de ficelle derrière.
il faut se rappeler une chose. Créer une facture, je viens de vous le dire, mais créer une commande, créer une réservation de train, créer une note de frais, je mets un presque, c'est jamais un objectif métier. C'est le métier de personne de créer une facture. Ça peut être le métier de quelqu'un de faire de la facturation, ça c'est vrai, mais créer une facture, ça c'est certainement pas un métier. Et c'est certainement pas un objectif, en tout cas en soi. Donc, à chaque fois que vous écrivez une story ou un use case dans lequel il y a, dans le afin de, vous avez mis un truc qui commence par créer, ou par, pardon, excusez-moi, ou par mettre à jour, modifier, supprimer, éditer, visualiser, saisir, vous êtes planté. Elle est mauvaise, votre story, c'est sûr. Sauf, c'est pour ça qu'il y a le presque, il y a un cas. Si vous faites une application d'administration de données, c'est pas une appli de gestion, ça, c'est généralement des applis de correction de données, des applis qui sont destinées à un public ultra restreint. C'est pas SAP, Salesforce ou Sybelle ou que sais-je. C'est des applis d'admin de données. Ok, il y en a quelques-unes. Mais dans tous les autres cas, une stories, le afin de n'est jamais mettre à jour, supprimer, consulter, etc. Jamais. Sinon, c'est que vous êtes planté. Vous vous êtes trompé, c'est sûr. Et le résultat, c'est l'expérience utilisateur de tout à l'heure. Et le résultat, c'est des applis centrées sur la donnée où vous pouvez sentir le modèle de la base de données derrière. Quand vous affichez l'écran d'accueil, vous voyez le modèle physique de la base derrière. Vous pouvez le voir. C'est un peu d'expérience d'informaticien, ce que vous avez tous. Vous pouvez faire un rétro-modeling et retrouver le modèle physique. C'est une catastrophe. La donnée ne doit pas être visible. On travaille sur des informations. On crée de l'information. C'est ça la valeur ajoutée d'un système d'information. C'est ça une application à logiciel. Voilà ce que ça fait. Ça crée de l'information. Ça manipule de l'information. Pas de la donnée. La donnée, c'est la Terre et l'information, c'est de Green Data qui parle. Et l'information, c'est ce que vous moissonnez à la sortie. C'est votre blé. En conclusion, une bonne expérience utilisateur, c'est d'abord une bonne expression de besoin et une bonne vision. Et j'ajouterais, j'ai une minute, je suis désolé, les 5 minutes du début vont nous faire manquer les questions. J'ajouterais que comme vous êtes développeur agile, vous avez de grandes responsabilités. Vous êtes DevOps, vous faites un peu de déploiement, mais si vous êtes développeur agile, vous remontez de plus en plus vers là. Et vous devez taper sur la table quand on vous dit que votre story, elle se termine par afin de créer une facture. Non. Vous avez le droit de donner votre avis sur le recueil de besoins. Vous avez le devoir de le faire. Voilà. J'insiste là-dessus, c'est super important. Et ça, c'est ce qu'on retrouve quand on parle d'expérience utilisateur. En conclusion, je vous remets là-dessus parce que c'est le résumé de tout ce qui parle d'expérience utilisateur aujourd'hui. Toutes les qualités d'une bonne interface et d'un bon produit. La plus importante, vous l'avez compris, c'est celle-là, celle du milieu, la valeur créée. Je vous remercie.